Bonjour. J'accueille aujourd'hui chez Agora, IC Télévision, M. Jean Fontaine. Il a enseigné quelques années au cinéma collégial et a remporté le prix Robert Clich en 1990 pour son roman Les Lièvres de Saint-Giron. Alors, durant des décennies, il a mené une triple carrière de caméraman, scénariste et réalisateur d'émissions de télévision et de documentaires. Son dernier roman s'intitule Le Voyage de Fuentes, publié aux éditions Sémaphore. Monsieur Fontaine, je vous souhaite la bienvenue chez Agora avec nous. Ben, merci de m'accueillir, c'est gentil. Ça fait plaisir. Vous êtes l'auteur de ce roman, Le Voyage de Fuentes, chez les éditions Sémaphore. Alors, publié justement aux éditions Sémaphore. D'après vous, qu'est-ce qui a d'abord motivé l'écriture de ce roman? Est-ce que c'est votre passion pour tout ce qui est latino-américain, peut-être pour la littérature latino-américaine aussi? C'est pas ça le. Oui, je suis un fan fini de littérature latino-américaine. Oui, j'ai voyagé en Amérique du Sud. J'aime beaucoup la culture latino-américaine. Mais au départ, le déclencheur de l'écriture de ce roman-là, c'est mes racines abitibiennes. OK? Dans l'actualité, depuis quelques années, c'est tristement redevenu célèbre la saga de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, le scandale de l'arsenic là-bas, qui a fait les manchettes et qui continue à faire les manchettes et qui va continuer à faire les manchettes. Donc, ça a été comme le déclencheur. Je me suis dit, bon, moi, je suis parti de cette région-là depuis une trentaine d'années. Puis, on parle encore des mêmes problèmes de pollution industrielle. Puis on dirait que ça ne veut pas arrêter. Là, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de revenir à l'écriture, parce que j'ai laissé l'écriture de côté pendant une trentaine d'années pour gagner ma vie, télévision. Là, je me suis dit, bon, là, maintenant que j'ai eu un peu plus de temps, je vais écrire un roman qui va un petit peu mettre la table sur mes opinions, puis tout ça. Je pense que quand on s'appelle Jean Fontaine, on a comme le droit de dire qu'on écrit peut-être une petite fable, n'est-ce pas? Exactement. C'est pas à prendre Bon, c'est vraiment une œuvre d'imagination totale. Mais le fait que je sois originaire de Rouyn-Noranda et que j'ai passé mon enfance là-bas, juste une anecdote que j'aime bien. Quand j'étais tout petit, gamin, à 5, 6 ans, 7 ans, ma mère m'envoyait jouer dehors le jour, l'été, l'hiver, puis elle me donnait toujours une poignée de menthe pour tuer le goût du gaz de la mine. Pour que ça reste, pour la laine reste celle de la Ben, non, pas pour la laine, pour éviter de m'étouffer, pour adoucir la gorge. Oui. Okay? Puis il y a beaucoup d'enfants de la région qui ils ont vécu ça eux autres aussi. Là. Un matin, on s'est levé, la haie de saule était brûlée par des émanations de la cheminée. Parce que des fois, la nuit, à l'époque, on parle des années 60, la compagnie minière en profitait pour ouvrir les vannes la nuit, parce que les gens dormaient. Donc, la pollution là-bas, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fatigué. Fait que j'ai écrit un roman là-dessus, mais c'est pas un roman sur Glencore et la fonderie Horn. C'est une inspiration. Donc, pourquoi mon personnage est un latino-américain? Bon, il faut savoir que Juan Mauricio Fuentes, c'est un Péruvien retraité de l'armée là-bas. On pense tout de suite, bon, l'armée péruvienne, des combats des narcotrafiquants, lutte contre la guérilla du Sentier lumineux, corruption un peu. Hein, l'Amérique latine a une belle tradition de corruption et de dictature. Donc, il y a son background, il y a son paysage. Là, il se ramasse en Abitibi parce qu'il a reçu une lettre qui l'invite là-bas. Puis il ne comprend pas parce que c'est comme s'il y avait un frère jumeau
parfaitement Alors identiques. justement, c'est ma question à ce frère jumeau, c'est un présumé frère, je mets entre guillemets là, Ouais. justement, après avoir reçu cette lettre anonyme, puis il rencontre la notaire là. Pourquoi c'est entre guillemets? Est-ce que c'est une certitude que c'est son frère, ou bien carrément Ben, c'est son jumeau? ben, dans l'histoire, c'est effectivement son jumeau identique, mais Mhm. légalement, il n'y a aucune trace, nulle part, que ce soit au Pérou ou que ce soit en Abitibi, de la réalité de ce frère-là. OK. C'est comme s'il arrivait de nulle part. Donc, il arrive en Abitibi, puis il découvre l'existence de ce jumeau-là, qui est une copie conforme de lui-même, mais qui a été élevé en Abitibi et qui a gagné sa vie dans l'industrie musicale en Californie, qui est devenu immensément riche. Et ce jumeau-là a décidé d'utiliser son pouvoir, le pouvoir que lui apportait son immense fortune, à être un militant écologiste pur et dur. Okay? Imaginons David Suzuki avec les moyens d'Elon Musk. Okay? Ça donne un petit peu une idée de tout le potentiel qui se passe là. Mais là, mon personnage de Fuentes, lui, il arrive en Abitibi parce qu'il est curieux, il veut savoir, voyons Mhm. donc. Puis là, il débarque, puis il apprend qu'il est mort, son frère. Il vient de mourir C'est ça. tragiquement il y a quelques semaines. Fait que là, il essaie de comprendre, il fait une petite enquête. Bon, son petit fond militaire prend le dessus un peu, mais il est complètement euh, pas obnubilé, mais il est complètement démuni face à tout ce qu'il découvre. Il découvre une région géographiquement totalement différente de son patelin au Pérou. Il découvre une société avec des valeurs et des comportements auxquels il n'est pas habitué. Et il découvre surtout une région qui est dévastée sur le plan écologique par une compagnie minière Oui. dans un village inventé. J'ai inventé un village, c'est sûr, on Mhm. parle d'une compagnie qui existe. J'en ai créé une pièce qui s'appelle la Potwornie. Oui. Euh, pour le clin d'œil, la Potwornie en polonais, ça veut dire horrible. OK. Donc, on est dans la fable. Oui. Donc, c'est ça. Notre personnage arrive là-dedans, puis il faut qu'il comprenne tout ça, là, tous les enjeux, tout ce qui se passe, puis il faut qu'il arrive à savoir un petit peu c'était qui son frère. Oui, donc Qu'est-ce qu'il il avait devant lui comme un mystère à élucider. Juste faire une pause et revenir avec vous, Monsieur Fontaine. J'accueille mon invité d'aujourd'hui chez Agora, mesdames et messieurs, Jean Fontaine. Il est l'auteur de ce roman chez les éditions Sémaphore, Voyage de Fuentes. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Jean Fontaine, c'est mon invité aujourd'hui. Auteur de ce roman, c'est son deuxième, après avoir écrit son premier, Les Lièvres de Saint-Giron, auquel il a remporté le prix Robert Clich, mentionnons-le. Le Voyage de Fuentes, c'est son deuxième. Alors, je reviens à vous, Monsieur Fontaine. Je reviens à cette touche ou cet enjeu environnemental qui est présent justement dans votre livre. Après lecture, on voit qu'il y a comme vous abordez cet enjeu avec une touche festive, joyeuse. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ben, tout à fait. Tout à fait. Je voulais pas faire quelque chose de dramatique. OK? Mhm. Les enjeux sont dramatiques, mais le ton est un peu. Moi, j'aime utiliser le terme truculent. OK? Mhm. Mais manifestant, parce que là, dans le roman, il se passe plein de choses pour contrer un peu la compagnie minière. Puis il y a des autobus de manifestants qui descendent à Toronto pour aller faire du grabuge pendant Oui. la rencontre des actionnaires annuels. Bon, mais oui, c'est amusant, c'est festif, mais ce que j'aime dire, c'est que c'est drôlement sérieux ou c'est sérieusement drôle. OK? Bon, les gens comprendront à ce niveau, oui. Mais mon personnage de Fuentes, lui, il est comme un petit peu un spectateur devant toute cette truculence, devant tout ce côté un peu rabelaisien, grivois, mais sans être vulgaire, évidemment. Mais je Mhm. voulais pas que ce soit trop dramatique. Le sujet est dramatique, mais le traitement ne l'est pas. OK?
C'est un roman engagé, mais pas engagé avec le poing en l'air comme les militants extrémistes ont tendance à faire. C'est un roman qui est engageant, dans le sens que le lecteur, ce que je souhaite moi comme auteur, c'est que le lecteur, une fois le livre terminé, doit prendre position. Il doit se faire son idée. C'est sûr que moi, j'ai coloré ça dans une certaine direction, mais le fait d'avoir un personnage double, la gémellité, là, le jumeau, qui est aux antipodes. OK, on a le militaire de carrière, puis on a le militant, on a la polarité parfaite là, de gauche-droite. Est-ce que mon personnage de militaire va changer sa perception? Est-ce que quelle direction va-t-il prendre une fois qu'il a terminé son enquête et qu'il va être de retour dans son pays? Ben, je laisse la place au lecteur. Oui, au lecteur, lorsqu'il va lire dans cette quête-là sur Michel Boileau. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur le côté langue. La langue espagnole est présente dans le livre. Et puis, est-ce que c'est une intention volontaire, justement, de mettre cette touche interculturelle aussi, n'est-ce pas, de mentionner quelque part aussi la langue espagnole, qu'elle soit traduite ou non, mais vous le mentionnez aux gens. Est-ce que c'est une touche interculturelle que vous avez voulu mettre dans ce roman, M. Fontaine? Non, non. Vraiment, mon personnage est latino-américain pour une seule et simple raison, sur le plan du ressort dramatique. C'est que je voulais que ce soit un étranger qui s'introduise dans cet univers-là. Mm-hmm. Je tenais à ce que ce soit le regard de l'autre. Mon personnage aurait pu être un Québécois de Montréal qui débarque en Abitibi pour la première fois. Mais y aller avec le point de vue de l'étranger et avec j'allais dire, le background qu'on traîne, comme je l'expliquais précédemment, quand on parle d'Amérique latine, sur le plan socio-politique, je trouve que ça donne une charge encore plus puissante que si c'était un compatriote qui débarquait là-bas, qui maîtrise déjà tous les codes, qui connaît la culture, même s'il n'a jamais mis les pieds là-bas, c'est la même langue, c'est... Parce que là, avec un vieux Péruvien de 75 ans qui a fait l'armée, on a un autre point de vue. Puis, on sait aussi qu'au Pérou, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, comme dans beaucoup de pays en Afrique, en Asie, les compagnies minières, c'est pas Jojo. Et puis souvent, c'est des compagnies canadiennes, il ne faut pas se le cacher. Exact. Donc, je voulais avoir aussi cette couleur-là. Cette couleur-là. Puis, bon, on va revenir au colonel, là, Fuentes, qui ne comprend rien dans la plupart du temps dans les comportements. Puis, vous l'avez dit, parfois, il est comme un spectateur. Tout ce qu'il fait, il ne sait pas c'est quoi l'impact que ça allait avoir sur les gens, sur la population, les gens qu'il fréquente. Cette citation à page 200. « Putain, vous êtes de grands malades, des détraqués. Vous me faites chier avec toutes vos conneries. » Alors là, c'est du tempérament. C'est quoi le trait dominant de son caractère, justement? Vous avez voulu qu'il soit présent à ce niveau. OK. C'est un personnage que j'ai voulu un peu aigri. C'est un personnage que j'ai voulu un petit peu bourru, mais que j'ai décrit quand même d'une manière attachante. On apprend à aimer Fuentes, justement par les rencontres qu'il fait. OK? Il doit apprivoiser la population de Gebel-les-Mines. Oui. Il doit comprendre les enjeux socio-environnementaux. Puis, il faut aussi qu'il prenne position lui-même d'une certaine façon pour voir un peu c'est qui mon jumeau, c'est qui ce frère-là, qu'est-ce qui vient me dire à moi, là, même s'il est décédé. En tout cas, c'est ça. C'est ça, on gère très bien. Bon, ben, on va faire une pause, mesdames et messieurs, on revient
chez Agora, ici Télévision. J'accueille Jean Fontaine, c'est mon invité de ce jeudi. Chez Agora, on vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Kamal Benkiran, chez Agora, ici Télévision. Mon invité de ce jeudi, M. Jean Fontaine, son deuxième roman, c'est Le Voyage de Fuentes. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, M. Fontaine, à nous mettre au parfum de ce roman, un passage de votre choix que vous aimeriez bien partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. C'est à vous. D'accord. Donc, c'est vraiment le tout début du roman, là, à la première page. Le titre du chapitre, d'ailleurs, bien nommé « L'arrivée ». OK. Ce sont les vibrations de la carlingue et les grincements du déploiement du train d'atterrissage qui sortirent le colonel à la retraite Juan Mauricio Fuentes de sa torpeur. L'air surchauffé de la cabine lui avait asséché les yeux. Après s'être fait craquer le cou, le vieil homme se pencha contre le hublot pour s'imprégner d'un paysage qui lui était parfaitement exotique et un brin terrifiant. Il n'y avait qu'un océan de conifères rachitiques scarifiés de lacs longiformes aux eaux brunâtres saupoudrées de tourbières inhospitalières et d'affleurements rocheux aussi lisses qu'insignifiants. Madre de Dios, comment peut-on seulement imaginer naître dans un endroit pareil? La cabine était baignée d'une lumière orangée qui rappelait les crépuscules singuliers de sa région natale de Sagrado Corazon de Los Andes. Le brinque-ballant d'Achuit pencha sur son aile gauche pour amorcer une descente plus prononcée. Le tapis d'épinette passa rapidement de texture sans charme à surface irrégulière et menaçante. Il n'y a pas de ville, pas de piste, on s'écrase, ça commence plutôt mal. Ah, ça, c'est le début, hein? C'est le début, ça met la table. Notre personnage arrive en Abitibi, un peu de reculons, on le comprend. Même la géographie lui paraît menaçante. Oui. Tout ça, le roman, ça va être d'apprivoiser tout ça. Excellent. Comment faudrait-il comprendre ce Viva Fuentes à la fin? Oh boy! C'est sûr que c'est un petit peu le travail du lecteur de l'interpréter. Mais quand on a lu la conclusion du roman, comment ça se termine, mon personnage est de retour dans ses terres natales au Pérou. Il faut qu'il digère un peu ce qu'il vient de vivre en Abitibi. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, OK, le Viva Fuentes, c'est comme une ponctuation à la fin du roman. C'est un peu comme au cinéma, The End, la fin. Mais là, c'est Viva Fuentes. Oui, ça aurait pu être un petit peu un clin d'œil à Viva Zapata, mais je ne veux pas aller là. C'est la job du lecteur d'aller voir un peu le sens qu'on peut donner à ce Viva Fuentes-là. Exactement, donc vous le laissez ouvert tout à fait. Puis, en guise digestif, à la fin de ce livre, vous écrivez ceci: nous ne serons jamais, parce que c'est très philosophique, j'ai trouvé la citation, nous ne serons jamais autre chose que la somme des expériences de nos rencontres et de nos lectures. Comment voir que cela s'applique justement au roman? OK, il faut comprendre que c'est une espèce de petit épilogue final où ce n'est pas le narrateur qui parle, mais bien Jean Fontaine, l'auteur, qui donne une espèce de petit point final à toute cette aventure. Moi, quand j'étais à l'université, il y a un de mes professeurs qui m'a dit « Faut que tu vois les cours et les livres comme étant une immense commode avec plein de tiroirs. Puis, tu n'es pas obligé de toutes les ouvrir, mais ici, à l'université, au moins, on va te dire qu'ils existent. OK? On est la somme de nos rencontres, de nos lectures. C'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous forme. Ce roman-là, je l'ai écrit en 2021-22.
je n'aurais pas pu l'écrire en 1995. C'est impossible. OK, j'ai fait mes voyages, j'ai eu mes expériences professionnelles, j'ai beaucoup lu. Ben, c'est tout ça qui a créé en Fontaine tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est tout ça aussi qui a créé Fuentes. C'est tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, puis je dirais même tout ce que je n'ai pas lu et tout ce que je n'ai pas fait. Oui, ben exactement. Puis il y a beaucoup d'auteurs, Monsieur Fontaine, vous conviendrez peut-être avec moi là-dessus, que la plupart des auteurs qui disent écrire un roman, ou lorsqu'ils l'ont écrit, ils disent qu'ils ne l'ont pas écrit pour fournir un message, pour transmettre un message. Est-ce que Non, vous c'est avez pas écrit un ça roman. pour... oui, Ben, c'était c'est pas pas le un cas pour roman vous? militant. Je l'ai écrit, au départ, puis je me le cache pas, pour me faire Mhm. plaisir. Pour me faire Pour le plaisir. plaisir, ok. Je prends pour acquis que si j'ai eu plaisir à l'écrire, il y a nécessairement des gens qui vont prendre plaisir à le lire. OK? Mais il y a quand même une intention noble derrière tout ça. C'est un message d'espoir par rapport à ce qui se passe présentement avec l'environnement, avec Oui, le capitalisme sauvage, la surconsommation. Oui, si on résume le roman avec son enjeu écologiste, écologique. Mhm. socio-environnemental, Oui, c'est une lettre à la mer, c'est une bouteille à la mer, dans le sens que oui, je veux que mes petits-enfants vivent dans un monde meilleur. Je veux que mes petits-enfants n'aient pas à se préoccuper de la qualité de ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont manger. Euh, c'est ça. Je oui. veux le mieux pour la suite du monde. Ben, quoi de plus beau? Ben, ça c'est un très beau message aussi pour la relève, pour nos enfants. Peut-être aussi avec cet enjeu environnemental, écologique très présent, de leur dire que, bon, voilà, on veut léguer un monde bon, mais pourvu que l'environnement suit aussi. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai remarqué à la lecture de ce roman, c'est que la touche écologique, elle est très présente. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Fontaine. C'était tout le temps qu'on Merci avait. beaucoup de participer à notre émission. J'apprécie énormément. Puis il ne faut pas oublier une chose. Tout ça, Oui, c'est très sérieux, mais on peut s'amuser beaucoup en le lisant. exactement. C'est une... Exactement. Alors, là, moi, je l'ai avec moi. Je vais montrer le voyage de Fuentes éditions. Sémaphore, le deuxième de notre invité d'aujourd'hui chez Agora, IC Télévision. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.